Bonjour. Avant d'attaquer ce cours, je vais faire une petite annonce, si j'ose dire. Vous avez dû remarquer que je ne suis pas le programme. Et c'est un peu normal parce qu'on est contraint par toute la machine du Collège de France, l'administration, les services divers et variés, de fixer un programme avant même d'avoir commencé à préparer les cours. Et puis, au fur et à mesure que nous les préparons, nous nous rendons compte que c'est plus long que prévu, qu'on voulait développer tel point et pas tel autre. Ce qui fait que je ne suis pas du tout le programme qui est affiché, ni même celui qui est sur Internet. Je vais donc continuer mon petit bout de chemin jusqu'à la fin de l'année tel que je le vois maintenant, en continuant d'étudier phase par phase, en quelque sorte, la production de l'huile, et puis, comme je vous l'ai dit, dans une autre année de cours, nous reprendrons l'ensemble de la documentation, à la fois historique et archéologique, dans un sens diachronique, et nous essaierons d'écrire de l'histoire après avoir vu, disons, les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, ça continue aujourd'hui, dans une troisième partie, après avoir vu la manière dont on faisait l'huile à diverses époques et avec divers moyens, par les questions de stockage et surtout de transport et de commercialisation, c'est-à-dire les divers conteneurs et en particulier ceux que nous retrouvons en fouille, c'est-à-dire les amphores, dont nous verrons qu'il faut à la fois, évidemment, les étudier de près et s'en méfier. Alors commençons d'abord par le stockage. L'huile, bien entendu, nécessitait des moyens de stockage de longue durée, car, comme nous l'avons vu, la production est irrégulière, avec de bonnes et de mauvaises années, due à l'alternance des récoltes et à d'autres facteurs tels que la sécheresse trop forte ou des attaques de parasites. Dès le XXIVe siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Ebla, en Syrie, entreposait de grandes quantités d'huile, à la fois dans les réserves du palais et dans des lieux situés à la périphérie de la ville. À Ougarit, la maison C, construite à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, conservait de l'huile dans 6 grosses jarres. À Kalavassos, à Chypre, à l'âge du bronze récent, c'est-à-dire au XIIIe siècle aussi avant Jésus-Christ, des bâtiments à piliers de pierre que vous voyez là, ici, abritaient des grandes jarres capables de contenir jusqu'à 50 000 litres d'huile. Les palais minoens puis mycéniens stockaient aussi des quantités considérables d'huile dans des pitoïs qui étaient souvent décorés. Et à peu près à la même époque, en Occident, on conservait l'huile dans de grandes jarres, par exemple sur le site de Broglio di Trebisace, en Italie méridionale. Pour les périodes grecques et romaines, on dispose à la fois de textes qui décrivent les conditions de conservation et de quelques vestiges. Selon Théophraste, les celliers à huile doivent être exposés au sud, et vous le trouvez dans l'ouvrage sur l'origine des plantes en 1.19.4. C'est une prescription que reprend Vitruve, l'architecte de l'époque d'Auguste, en précisant que l'orientation du cellier au sud maintient la fluidité de l'huile. Et la référence, c'est livre 6, 8.3. Alors que les agronomes latins s'inquiètent de l'exposition du pressoir à huile plutôt que de l'entrepôt lui-même, tel que Varron, par exemple, en 1.13.7 et Columel en 1.6.18. L'huile était conservée dans des jarres qui devaient être bien nettoyées chaque année si l'on voulait éviter le rancissement. Pour rendre étanches les jarres à huile, Caton préconisait de les enduire de cire ou de gomme et de les remplir d'amurca, et nous verrons ce que c'est-à-dire en fait des litres d'huile, durant plusieurs jours. Et vous trouvez la référence dans l'ouvrage De Agricultura, paragraphes 69 et 100. Enfin, selon Columel, au livre 12, paragraphe 52-15,
le même résultat est obtenu en enduisant intérieurement les jarres d'argile fine. Les celliers à huile de l'époque romaine retrouvés par l'archéologie sont assez paradoxalement rares, bien que Caton, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, prévoyait d'équiper son domaine modèle de 100 jarres à huile, et il dit clairement Dolia Olearia dans le De Agricultura 10.4. Et en fait, on en a assez peu qui soient sûrement attestés. Dans la villa de la Pisanelle, qui est une ferme située à la sortie de Pompéi vers le Vésuve, qui a été détruite en 79 évidemment par l'éruption, 5 jarres à huile étaient disposées dans un couloir d'accès à l'huilerie et 4 autres rangées contre un mur du chai à vin, c'est probablement celle-ci dans une vieille photo d'époque. L'huilerie de Peyménade, dans les Alpes-Maritimes, fouillée par Georges Vindry, possédait quant à elle des salles contenant 14 jarres d'une contenance de 5 à 7 000 litres et qui étaient enduites intérieurement d'argile, comme le préconisait Columel. Enfin, en Syrie du Nord, à la fin de l'Antiquité, il arrivait que l'on conservât l'huile dans des cuves taillées dans le rocher, au fond d'un entrepôt souterrain, comme c'est le cas par exemple dans l'huilerie de Capharnabaud, un site qui a été publié par Olivier Callot. Les villes, pour la régularité de leur ravitaillement, se devaient de posséder de grands entrepôts. Citons par exemple les Aurea Galbae, en 175 après Jésus-Christ, une inscription rappelle que Caius Pomponius Turpilianus était procurator ad oleum de ce lieu et du port d'Ostie. Et en 373 après Jésus-Christ, à Carthage, l'entrepôt de la nonne s'appelait Conditiorum Zogitanum et l'on y conservait l'huile dans des amphores, notamment dans de grands conteneurs cylindriques de plus de 145 litres et dans de plus petits, nommés quintenaria, d'une contenance moyenne de 36 litres. Comme pour le vin, le plus ancien récipient de transport de l'huile fut l'outre. En général tirée d'une peau de chèvre ou de bouc, elle pouvait être faite aussi de plusieurs peaux de bœuf cousues ensemble. Ces outres sont attestées en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce et encore sous l'Empire romain. Elles sont le récipient le plus couramment employé dans le transport de l'huile par voie de terre et à courte distance. Dans l'Égypte ancienne, le bastaba d'Imérie, qui date du début du XXVe siècle avant Jésus-Christ, présente une scène de fabrication d'huile qui est ensuite transportée dans des outres. En Apulie, c'est-à-dire dans les Pouilles actuelles, au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est par troupeau d'ânes que l'on transportait l'huile et le vin depuis l'intérieur des terres jusqu'au port de Brinde, évidemment dans des outres. Et je vous renvoie à un célèbre passage de Varron dans les Res Rusticae, livre 2, paragraphe 6-4. Virgile écrit à ce propos « Saepe oleo tardi costas agitator azelli willibus aut onerat pomis », que l'on peut traduire ainsi, souvent le conducteur d'un lent bourriquet met sur les flancs de sa bête une charge d'huile ou de fruits. En Égypte, un papyrus daté de 96 après Jésus-Christ, Islamnobour 12, 10906, indique que 2 ânes portent 4 métrettes d'huile dans 4 outres, ce qui représente une charge de 91 kg par animal. Ce chiffre est corroboré par un autre papyrus daté de 114 après Jésus-Christ, le papyrus Wisconsin 2, 80, qui indique que la charge normale d'un âne était de l'ordre de 90 kg lorsque l'huile passait la douane des districts fiscaux intérieurs à l'Égypte. Les outres étaient donc censées contenir entre 45 et 50 litres d'huile. Et sur ce point, je vous renvoie à un article très éclairant de Philip Meyerson, Measure and Donkey Loads on Oil in Whisk to 80, paru dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1999, page 189 et suivante. De la même façon, le tarif de l'octroi de Palmyre
daté du 18 avril 137 après Jésus-Christ, indique qu'en Syrie romaine aussi, l'huile d'olive était transportée dans des outres à dos de chameau portant 2 ou 4 outres, ou à dos d'âne portant 2 outres. On en trouve encore témoignage dans les dialogues de Grégoire le Grand, qui était né vers 540 et qui a été pape en 590 et qui est mort en 604, dialogues qui ont été publiés par Adalbert de Vaugué aux éditions du Cerf en 1979 dans la série des miracles des saints italiens. Alors que les Lombards, à cette époque-là, qui avaient conquis l'Italie, écrasaient les olives au pressoir pour obtenir de l'huile, Sanctulus, un saint italien, apporta une outre vide, le texte dit outrem protulite, et demanda qu'on la lui remplisse. Les Lombards, qui n'arrivaient pas à tirer de l'huile de leurs olives, l'acclamèrent alors d'injures. Mais le saint bénit le pressoir et le miracle se produisit. L'huile coula et les Lombards acceptèrent enfin de remplir son outre. Et on suit toujours cette continuation permanente des outres dans le transport de l'huile au Moyen-Âge où on utilisait absolument couramment la chèvre d'huile, c'est-à-dire la peau de chèvre remplie d'huile, qui désignait en fait une mesure. Et en 1345, le tarif d'Aurillac taxe à 12 deniers la chèvre d'huile qui entrait dans la ville. Et encore en 1596, Thomas Plater constatait que vers le Vigan, dans les Cévennes montagneuses, je cite, « Le vin n'est pas conservé dans des tonneaux, mais dans des outres. C'est la même chose pour l'huile d'olive. » En fait, leur utilisation a duré en fait jusqu'au XIXe siècle, notamment dans les zones de montagne comme en Ligurie, et de là la photo que je vous ai montrée. Les outres étaient nettement plus coûteuses que les amphores, mais elles étaient légères, résistantes et réutilisables. L'édit sur les prix de Dioclétien de 301 après Jésus-Christ taxe l'uter olearius primae formae à 100 deniers, alors qu'une cruche d'une douzaine de litres ne doit pas dépasser 12 deniers. On a donc un facteur de pratiquement 1 pour 10 pour la valeur d'une outre par rapport à un vase en céramique. La place des récipients en peau est toutefois très largement sous-estimée par la recherche archéologique, car, à la différence des amphores, elles ne se conservent pas. Faisant abstraction de quelques cas exceptionnels, certains gisements du nord de l'Europe, noyés dans la nappe phréatique, ou à l'inverse, les sites des pays désertiques, tels que ceux des déserts de Syrie ou d'Égypte. Leur place, celle des outres, a été réhabilitée par un ouvrage que je vous conseille, qui a été écrit par Élise Marlière et qui s'appelle « L'outre et le tonneau dans l'Occident romain », paru en 2002, et qui a été suivi d'ailleurs par plusieurs articles complémentaires. Et il s'avère donc que la place des outres était considérable pour le transport à courte distance et dans les zones montagneuses. L'outre était systématiquement utilisée, en effet, lorsque l'huile était produite à l'intérieur des terres et devait être transportée jusqu'au port pour être mise en amphore. C'est le cas partout en Bétique et en Afrique. Pour cette région, une illustration est fournie par les assiettes dans ce que nous appelons dans notre jargon la sigille éclair C, qui est produite au cours du IVe siècle en Tunisie centrale, et qui montre des chameaux portant des outres attachées à un bât. Ce que vous voyez là, on voit donc chaque chameau porte 4 outres très grosses sur un bât. Et évidemment, c'était l'huile produite à l'intérieur des terres, dans les zones dont Samira Seili nous a parlé la semaine dernière, qui était transportée vers les ports de la côte et vers les zones où l'on produisait les amphores. Les ostracas trouvés à l'amirauté de Carthage au début du XXe siècle et qui correspondent à une trentaine de reçus datant de l'année 373 après Jésus-Christ font référence à de telles outres.
Ces ostracas ont été étudiés par John Theodore Peña dans un ouvrage qui s'appelle The Mobilization of State Oil in Roman Africa, The Evidence of the Late 4th Century, paru comme supplément au Journal of Roman Archaeology en 1998. Et l'étude de Peña montre que plus de la moitié de l'huile collectée par l'État romain au titre de l'impôt en nature, en cette fin du IVe siècle après Jésus-Christ, était apportée au port de Carthage dans des outres d'une contenance qui variait entre 72 livres, c'est-à-dire 26 litres, et jusqu'à de très grands récipients en pot pouvant contenir 504 livres d'huile, c'est-à-dire 183 litres environ. Ces grands récipients, analogues aux culéis de vin que nous voyons ici sur cette image, parce que ce n'est pas d'image qui correspondent à de grandes outres à huile, sont certainement beaucoup plus communs et ils sont d'ailleurs représentés assez souvent, soit par des bas-reliefs, comme vous voyez ici sur le bas-relief conservé au British Museum, ou bien sur des peintures comme on en voit à Pompéi. Et donc ces grands récipients étaient installés sur un berceau qui était posé sur un chariot, un peu comme un wagon-citerne, si vous voulez. L'huile était ainsi convoyée jusqu'au port, où, après une opération de pesage, elle était transphasée dans les amphores, qui n'étaient systématiquement utilisées que pour le transport par bateau. Au cours des 3 premiers siècles de notre ère, on procédait de cette façon pour expédier vers Rome et vers les armées du Rhin l'huile produite en Bétique. Transportée dans des outres depuis les houilleries jusqu'au port du Guadalquivir et de ses affluents, l'huile était alors versée dans les amphores. Quelquefois, néanmoins, on employait aussi les amphores pour le transport terrestre, soit qu'on les charge 2 par 2 sur des ânes, soit qu'on les place sur des chariots bien entourés de paille. C'est le cas à nouveau à Carthage, dont les ostracas nous montrent que l'huile qui arrivait à Carthage de la région d'Hippone, c'est-à-dire de l'ouest de l'Algérie actuelle, arrivait effectivement dans des amphores qui étaient transportées par bateau depuis ce secteur, tandis que celles qui provenaient de l'intérieur des terres étaient livrées dans des outres. Dans les villes méditerranéennes, donc, la plus grande partie de l'huile produite localement était donc apportée dans des conteneurs en pot, et les amphores que nous, les archéologues, retrouvons dans nos fouilles témoignent essentiellement des importations. Autant dire que les statistiques auxquelles elles donnent lieu sont totalement faussées à la base, puisque la majeure part de la consommation, celle satisfaite par les producteurs locaux, nous échappe. Alors, je reviens un peu sur les ostracas de Carthage. Vous voyez ici donc comment arrive l'huile au port de Carthage, soit dans des ascopas, qui sont des outres de diverses contenances, vous voyez ici 72 livres ou 504 livres, soit dans des amphores, par exemple ici les quintenaria ou les amphoras gemellaria, qui vous donnent donc une idée de la manière dont on comptabilisait l'huile que le fisc faisait venir jusqu'au port de Carthage pour ensuite l'expédier à Rome. Alors, en dehors des amphores et des outres, est-ce qu'on a utilisé aussi des fûts de bois pour entreposer ou transporter de l'huile? On sait que le tonneau, inventé dans le massif alpin au cours de l'âge du fer, a été rapidement répandu en Gaule, en Germanie, en Espagne et en Gaule cisalpine par l'armée romaine qui en fit un grand usage pour approvisionner les troupes avec du vin courant. Ces tonneaux, parfois très grands et pouvant contenir jusqu'à 1500 voire 2000 litres, étaient généralement faits en bois de résineux et cerclés avec des liens de bouleau ou de noisetier.
l'étanchéité n'était pas aussi bonne que celle de nos tonneaux cerclés en fer, et ces fûts devaient donc eux aussi être enduits intérieurement de bois comme les amphores. Est-il possible dans ces conditions qu'on ait utilisé des tonneaux de bois pour transporter de l'huile, sachant que l'huile dissout la poix et que les tonneaux risquaient de fuir? Il faut remarquer que c'est en tonneaux cerclés de bois que les ports de Marseille importaient des huiles de la mer Égée, notamment de Mytilène, de Turquie, de Smyrne et de Barbarie au XVIIIe siècle. Alors là, vous voyez ici, tiré de l'ouvrage d'Élise Marière, L'outre et le tonneau dans l'Occident romain, une carte des découvertes de tonneaux qui montre qu'ils sont relativement nombreux, surtout en Germanie et en Bretagne, mais et puis dans les Alpes. Il faut quand même garder à l'esprit que la carte que nous voyons nous montre les endroits où le tonneau se conserve, c'est-à-dire les zones où les sédiments, les sites archéologiques sont noyés dans la nappe phréatique, c'est-à-dire principalement le nord de l'Europe et les Alpes. Bien entendu, il y en a extrêmement peu dans la partie sud, puisque le climat ne permet pas de les conserver. Mais ce sont, autant qu'on puisse le savoir, principalement, presque toujours des tonneaux à vin et quelques tonneaux qui ont servi au transport des salaisons de poissons. Mais je crois qu'il ne faut pas totalement donc exclure la possibilité qu'on les ait utilisés pour l'huile, car, comme je vous le disais, au XVIIIe siècle, c'est ainsi que le port de Marseille importait les huiles venues notamment d'Orient. En Turquie, par exemple, on ne fabriquait pas de tonneaux de bonne qualité. Les marchands amenaient donc les tonneaux démontés sur les bateaux et ils transportaient avec eux un tonnelier pour les assembler sur place afin de ramener l'huile vers l'Europe. Quelques documents d'archives sont éclairants à ce propos. Selon le mémoire sur, je cite, le commerce de Smyrne, daté de 1771 et conservé à la Bibliothèque nationale de France, fonds français 6430, je cite, « Les bâtiments doivent porter leur futaille. Celle qu'on fait à Smyrne est mauvaise et revient plus cher parce qu'il faut l'acheter. On ne la loue pas comme à Marseille. » Dans un autre document, il est dit que dans l'île de Mytilène, à la même époque, un nommé Marc, maltais, maître tonnelier, jouissait de la protection par patente de M. Charles de Peyssonnel, qui était le consul à Smyrne, car il était fort expert pour l'amarrage des futailles destinées au chargement d'huile. Ce se trouve dans un mémoire annexé à la lettre du consul de Météline du 25 mars 1771. Et sur ces questions, d'une façon plus générale, je vous renvoie à la thèse de Patrick Boulanger, Marseille, marché international de l'huile d'olive, un produit et des hommes, 1725-1825, paru à Marseille en 1996 et qui donne un tableau très clair, non seulement des flux d'huile qui arrivent de l'ensemble de la Méditerranée à Marseille, principalement à cette époque pour faire du savon de Marseille, mais aussi des pratiques commerciales et donc, entre autres, de l'utilisation du tonneau. En outre, il y avait à l'époque romaine des tonnelés d'une capacité maximale d'une 50aine de litres qui, eux, pouvaient être cerclés en fer, et on en a quelques exemples que donne Élise Marière dans son ouvrage. Et on en connaît par exemple sur l'épave de Port-Vendre III, qui date du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, et sur des sites comme le Bernard en Loire-Atlantique, ou à Mortambambe en Charente-Maritime. Il s'agit de petits tonnelés, mais qui sont cerclés de fer et qui donc sont certainement plus étanches. Et récemment, plusieurs tonnelés du IIe siècle ont été trouvés dans une fouille préventive de la rue Fongiève à Clermont-Ferrand par Damien Martinez. Par ailleurs, Élise Marière a établi qu'à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, les bois résineux sont remplacés dans les tonneaux par le chêne qui devient exclusif au IIIe siècle. Or,
le chêne est nettement mieux adapté à l'huile que les résines. Donc je crois qu'il ne faut pas exclure que le tonneau de bois ait pu être utilisé à partir du IIe et surtout du IIIe siècle pour transporter de l'huile, que ce soit sur des chariots ou sur des bateaux. Alors maintenant, ça nous amène évidemment à la question de la commercialisation. Il faut partir du principe que, pour l'essentiel, l'huile d'olive était produite et consommée sur place, dans le cadre d'exploitations familiales ou de commerces locaux de surplus, et donc ne laisse pas de traces. Mais il y a eu, depuis une époque très reculée, des trafics commerciaux à longue distance entre des zones productrices et des zones où l'olivier ne poussait pas, ou des villes dont la consommation dépassait les capacités de production régionales. Dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'huile d'olive fait l'objet de ces trafics. Elle était rare en Mésopotamie et il fallait donc l'importer de Syrie. Et au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le roi de Marie sur l'Euphrate en faisait venir du pays d'Alatoum, c'est-à-dire de la vallée de l'Oronte. Au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les royaumes mycéniens de Crète et de Grèce vendaient leur huile dans des vases à étrier que l'on retrouve aussi bien en Égypte qu'en Italie du Sud. Par la suite, à partir des IXe et VIIIe siècles, la commercialisation par voie de mer se fit essentiellement dans des amphores. Mais comment distinguer les amphores à huile de celles destinées au transport des conserves de poissons ou au transport du vin et d'autres denrées? À la différence des jarres, pour lesquels les auteurs antiques, notamment Columelle en 1249-11 et 1252-15-17, donc les auteurs antiques nous décrivent comment on les enduit de cire ou de gomme liquide, voire d'argile déliée, aucun texte ne décrit la manière de rendre étanches les amphores à huile. Or, l'huile dissout la poix, comme Pline l'indique clairement dans le livre 14 de l'Histoire naturelle, au paragraphe 123. De plus, elle prend, en dissolvant la poix, un goût de fumée, voire de goudron. À partir de ces arguments, l'observation des amphores à huile d'Espagne et de l'observation des amphores à huile d'Espagne Dresselvin, les archéologues ont pris l'habitude de distinguer les amphores à huile non couvertes de poix de celles à vin et à conserve de poisson qui, elles, sont poissées. Or, cette constatation d'évidence a été mise en cause récemment par des analyses biochimiques réalisées d'abord par Alessandra Pecci, puis par Nicolas Garnier. Dans un article paru en 2007, Salvini et Pecci, avec d'autres auteurs comme Emanuele Papi, ont établi que les amphores Dresselvin de Tamouzida au Maroc avaient été poissées et maintenaient en quelque sorte des traces de poids, que les auteurs donc, de cet article s'appellent Analisi dei residui organici assorbiti nelle amphore romane, paru dans les actes du 4e congrès international de l'AIAR à Bologne en 2007, les auteurs avaient donc conclu que ces traces de poids étaient le signe du remploi des amphores qui auraient été réutilisés pour transporter des salaisons de poissons. Bon. Ensuite, en 2010, Alessandra Pecci, à nouveau, a fait le point sur cette question dans un article qui s'appelle Analysis des residuos organicos en amphoras, paru dans cette série dont je reparlerai tout à l'heure, dirigée par José María Blasquez Martinez et José Remesal, qui s'appelle Estudios sobre el Monte Testaccio. En l'occurrence, c'est le volume 5, paru à Barcelone, donc en 2010. Alessandra Pecci soulignait que plusieurs analyses ont trouvé à la fois des traces de poids et d'huile
et elle posait donc la question de l'utilisation de la poix pour les contenus primaires de ces amphores, et pas seulement donc dans le cadre de réutilisation. Elle citait alors le cas d'amphores de classe C, c'est-à-dire le port de Ravenne, qui sont poissés mais qui ont contenu de l'huile. Le mélange de poix et d'huile, en l'occurrence, en ce qui concerne les amphores de classe, c'est de l'huile de ricin qui était utilisée dans les lampes, était peut-être d'ailleurs recherché pour donner une meilleure odeur, notamment une bonne odeur de pain, aux fumées d'éclairage. Et elle concluait donc son article en disant qu'il fallait multiplier les analyses pour prouver ou que l'on poissait bien les amphores à huile ou bien que l'on procédait autrement. Et c'est ce qu'a fait peu après Nicolas Garnier dans un article écrit en collaboration avec Tony Silvino et Dario Bernal qui s'appelle « L'identification du contenu des amphores, huile, conserve de poisson et poissage », paru dans les actes du congrès d'Arles de la Société française d'études de la céramique antique en Gaule en 2011. Cet article est essentiel à la fois par ses résultats et par ses mises en garde. Alors commençons par les résultats. Il était donc admis par les archéologues, qui le constataient fréquemment, que les amphores poissées étaient utilisées pour les salaisons de poisson et pour le vin, alors que les amphores à huile n'étaient pas poissées. D'une manière générale, les parois des conteneurs en céramique étant poreuses, il fallait les enduire intérieurement de poix qui formait un film étanche bouchant les pores de la poterie. Comme vous le savez, la poix est un goudron végétal obtenu par chauffage dans des récipients clos où l'on fait en quelque sorte chauffer des branches de bois résineux de type pin ou sapin, et sa qualité varie en fonction du degré de chauffage. Plus la température atteinte est élevée, plus la résine se transforme en hydrocarbures polyaromatiques et en carbone qui ne sont pas solubles dans l'huile et qui donnent donc une poix qui se conserve mieux dans les sédiments archéologiques. Alors l'article analyse des amphores provenant du site du parc Saint-Georges à Lyon, d'un dépotoir fouillé dans le Rhône à Arles et d'autres amphores venant de Ceuta. Il s'agit, comme je vous l'ai indiqué, d'amphores dresselvin dont nous sommes sûrs qu'elles servaient à transporter de l'huile de bétique, et aussi d'analyses qui ont porté sur des amphores africaines 1 qui servaient au transport de l'huile d'Afrique. Je vous rappelle seulement que les archéologues utilisent diverses typologies pour nommer les types d'amphores qui ont été progressivement identifiés. La plus ancienne liste de types d'amphores remonte à l'édition des inscriptions sur conteneurs publiées, des conteneurs trouvés à Rome, publiés par Heinrich Dressel dans le Corpus des inscriptions latines, volume 15, en 1895. Donc tout ça pour vous fixer les idées, et la Dresselvin dont nous parlons, c'est celle-ci, cette grosse amphore ventrue venant d'Espagne. Pour en revenir aux analyses de Nicolas Garnier, nous pouvons en tirer plusieurs enseignements. D'une part, les acides gras qui composent l'huile se conservent mal, notamment lorsque, comme c'est le cas dans le Rhône, les amphores ont été soumises à un lessivage important. Ce lessivage affecte prioritairement les acides gras insaturés, comme l'acide oléique, et un peu moins les acides gras saturés, comme l'acide palmitique, ce qui explique qu'on les retrouve un peu mieux. Mais les phytostérols, qui indiquent la présence d'une huile végétale, et les triterpènes sont souvent mieux conservés, c'est ce qu'on voit ici, qui sont relativement bien attestés, et c'est sur ces composants que travaillent à l'heure actuelle les chimistes surtout. Le point important pour ce qui nous concerne ici,
c'est que sur les 13 amphores Dresselvin qui ont montré des marqueurs d'huile d'olive, 11 ont livré aussi des diterpènes et des hydrocarbures polyaromatiques qui assurent qu'elles ont été poissées. Et de la même façon, une africaine 1 contenait à la fois des traces d'huile sous forme de phytostérol et aussi de poids, alors qu'il n'y avait pratiquement pas de traces visibles à l'œil nu. Alors le phénomène s'explique de la façon suivante. L'huile dissout la poix lentement, à température ambiante, surtout si la poix n'a pas été très chauffée. Je vous ai dit qu'au plus elle avait été chauffée, au plus nous avons du carbone et des hydrocarbures polyaromatiques qui se dissolvent peu. Alors la poix migre progressivement vers le milieu de la paroi de l'amphore, bouchant les pores et la rendant étanche, et elle n'est alors plus visible à l'œil de l'archéologue. Les produits aqueux, quant à eux, ne sont pas miscibles, et donc les sauces et conserves de poisson laissent la poix intacte, et cette dernière se conserve si les conditions d'enfouissement le permettent, c'est-à-dire si le tesson a été dans un sédiment à l'abri, par exemple, de l'air et des attaques ou du lessivage. Du fait de cette dissolution, le vin et l'huile, parce que le vin aussi dissout un peu la poix, moins que l'huile, mais le dissout quand même à cause de l'alcool, le vin et l'huile prenaient alors un goût résiné, voire empyromatique, qui nous serait fort désagréable, mais auquel les populations antiques étaient accoutumées. Cette particularité olfactive et gustative n'était donc pas rédhibitoire. En résumé, on retiendra que, même pour l'huile, il fallait rendre étanches les amphores de transport. En général, notamment en Bétique, on enduisait de poids ces amphores et que l'huile les dissolvait en partie, ce qui fait que nous ne pouvons plus les voir. Dans certaines régions de l'Afrique, l'analyse montre qu'on utilisait aussi du soufre liquide pour réaliser un film étanche dans les amphores à huile. Le soufre fond à 113 degrés et il est antifongique. Caton le préconisait pour enduire les jarres à vin, et je vous renvoie au paragraphe 39 du De Agricultura. 2 amphores africaines 1, que vous voyez ici, du gisement d'Arles, ont montré à l'analyse qu'elles avaient contenu à la fois de l'huile végétale, mais aussi du soufre, ce qui montre donc qu'elles avaient été enduites de cette substance qu'on ne prend pas assez en compte, car elle ne laisse pas de traces visibles. Toute une archéologie de l'extraction et du commerce du soufre devrait donc être développée, notamment à partir des découvertes faites en Sicile entre Agrigente et Enna, dans le secteur de Rocalmuto, où se trouvaient d'importantes mines de soufre. Luca Zambito y a consacré plusieurs articles auxquels je vous renvoie, notamment la Produzione dello zolfo in Sicilia in Età Romana, paru dans The Journal of Ancient Topography en 2014. L'archéologie du soufre souffre, si j'ose dire, du fait qu'il était vendu en pain, dont les seuls témoignages sont ce que l'on appelle les tegulae sulfuris, comme vous le voyez ici, des sortes de tuiles qui en fait étaient des moules portant la marque du producteur et trouvées dans la région de production. Luca Zambito a prospecté plusieurs sites de production et de raffinement de soufre dont on connaît quelques entreprises d'époque romaine telles que l'Officina Cassiana, l'Officina Porciana, l'Officina de Gellius Pellorus ou l'entreprise de Aulus Annius Eros, que vous voyez ici. Évidemment, l'inscription est à l'envers pour qu'elle soit directement lisible sur le pain de soufre qui était commercialisé. Mais bien entendu, on ne trouvera aucune trace de soufre sur les lieux d'utilisation, à moins de multiplier les analyses comme celles réalisées sur les amphores africaines 1, qui, de fait,
étaient fabriqués sur la côte en face d'Agrigente, rendant le soufre économiquement et pratiquement abordable, et posant donc à nouveau le problème de l'identification des amphores à vin et à huile par la présence visible de poids qui pouvait, dans certains cas, notamment en Sicile et en Afrique, être donc remplacé par du soufre liquéfié qui, évidemment, laisse encore moins de traces que la poix. Alors venons-en maintenant aux mises en garde de l'article de Nicolas Garnier qui porte principalement sur les conditions de conservation. Garnier classe les contextes de découverte en 4 catégories principales. Les sites anaérobies qui offrent une protection idéale car le milieu réducteur, la vase, empêche la dégradation par les micro-organismes. Le parc Saint-Georges, que vous voyez ici sur la diapositive, à Lyon, situé dans un bras de la Saône, où une partie a été fouillée sous la direction de Grégoire Ayala, est un bon exemple de ce type de site, et je vous renvoie à la publication de Grégoire Ayala, qui s'appelle Lyon-Saint-Georges, archéologie et environnement, histoire d'un espace fluvial au bord de la Saône, paru en 2013. Mais on pourrait aussi citer le cas du port étrusque et romain de Pise San Rossore, qui présentait les mêmes conditions de conservation tout à fait optimales. Deuxième catégorie de sites, les sites terrestres en milieu réducteur, c'est-à-dire les puits, les sols marécageux, les caves, qui offrent une bonne conservation, un peu analogue aux sites anaérobies, mais pas aussi bonne car assez souvent la nappe phréatique varie et donc les matières organiques sont en partie dégradées. Il y a aussi des sites aquatiques, mais qui sont oxygénés, c'est-à-dire ceux où le courant fluvial passe et donc lessive les vases. Ça a été le cas, donc nous l'avons vu, du dépotoir fluvial d'Arles. Et il faut donc là se méfier car les acides gras, par exemple, sont en grande partie éliminés et on a donc des spectres en chromatographie qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Enfin, troisième catégorie, on a les sites terrestres en milieu aride où la matière organique se conserve, mais avec des dégradations partielles dues à des agents chimiques ou à des micro-organismes. Dans ces sites-là, la poix est toujours parfaitement conservée, comme c'est ici le cas dans le site de Xéron Pélagos dans le désert oriental d'Égypte, où vous voyez ici une amphore qui est cassée en deux et qui est complètement enduite de poix. C'est donc cette espèce de vernis noir que vous voyez à l'intérieur. Et enfin, dernière catégorie, il y a les sites terrestres qui sont situés hors de la nappe phréatique, et là, toute matière organique se dégrade, et il n'y a pratiquement pas de traces détectables, et donc c'est très difficile de parvenir à une interprétation. Nicolas Garnier insiste d'ailleurs sur le fait que la qualité de la poix et, comme nous l'avons vu, les conditions de conservation variables d'un point à l'autre du même site, voire à l'intérieur d'une même unité stratigraphique, peuvent entraîner des conservations très différentes. Et donc, il nous avertit que nous n'avons pas le droit de dire que si dans un même gisement les amphores conservent des traces de poix, c'est plutôt pour le vin, alors que d'autres n'en ont pas et donc seraient plutôt pour l'huile, parce que ça ne veut pas forcément dire que ces vases étaient poissés ou non auparavant. Et de fait, selon Michel Bonifay et Dominique Pierry, dans un article qui s'appelle « Amphores du 5e et du 5e au 7e siècle à Marseille, nouvelles données sur la typologie et le contenu », paru par Journal of Roman Archaeology en 1995, dans les niveaux du 5e siècle de notre ère, qui étaient très bien conservés dans le site de la Bourse, parce que justement nous avons affaire à
un de ces sites anaérobies, ils avaient remarqué que toutes les amphores Late Roman III, ici, étaient poissées, que la majorité des amphores Late Roman I contenant du vin de la Cilicie, alors que les Late Roman III contiennent du vin de la région d'Éphèse. Donc, c'était relativement bien conservé, surtout dans celle-ci, parce que la poix était particulièrement bien cuite. Par contre, ici, on avait une conservation un peu inégale sur le Late Roman I, parce que la Cilicie est une grande région et que la qualité de la poix devait varier, et donc, au résultat, même dans de bonnes conditions de conservation, comme le site de la Bourse à Marseille, la poix n'était pas toujours conservée. Quant aux Late Roman II, qui sont ici, dont nous verrons qu'elles contenaient surtout de l'huile, elles n'étaient pas poissées, enfin, il n'y avait pas de poix visible. Donc, le fait que certaines de ces amphores montrent des traces de poix peut signifier soit que la poix est d'excellente qualité, ou que l'huile n'y a pas séjourné longtemps, soit que certaines de ces amphores ont été utilisées pour d'autres produits, que cela soit de façon occasionnelle ou de façon courante. Une autre difficulté réside aussi dans la réutilisation très fréquente d'amphores originellement destinées à d'autres produits, souvent du vin, pour conserver et pour revendre de l'huile produite localement. En effet, certaines régions importent massivement du vin et puis ces amphores sont disponibles et donc on peut les réutiliser. Cette pratique est prouvée par le remploi systématique d'amphores à vin en Égypte, de types qui sont connus dans les papyrus sous le nom de cnidion, c'est-à-dire amphores de cnide, angeion, samaton, capsachion, et qui, selon certains papyrus, ont été remployés pour mettre de l'huile. Je vous renvoie par exemple au papyrus de la Société italienne 8, numéro 960. Un ostracone trouvé dans le dépotoir du 1er siècle après Jésus-Christ de Bérénice, vous savez, ce port sur la mer Rouge d'où partaient les bateaux vers l'Inde et d'où les bateaux aussi revenaient chargés de poivre et d'épices. Donc, un ostracone, c'est-à-dire un fragment de poterie trouvé dans ce dépotoir à Bérénice, nous donne la démonstration pratique. Il fait partie d'un lot de 35 ostracas qui ont été publiés par Roger Bagnall et ses collaborateurs dans un ouvrage qui s'appelle Documents from Berenike, Greek Ostraka from the 1996-1998 seasons, paru à Bruxelles en 2000. Sur ces ostracas ont été écrits des bordereaux de passage de marchandises qui ont payé les taxes et qui étaient livrés dans la ville de Bérénice. Ces bordereaux étaient en effet délivrés à Coptos, c'est-à-dire là où se trouvait la douane sur le Nil, et ils étaient contrôlés à l'entrée du port par les agents du fermier de la douane. Dans le cas précis de l'ostracone Bérénique 4, que vous voyez ici, on peut lire « Sosibios à Andouros », salutation. Sosibios est l'agent des douanes à Coptos et Andouros celui qui contrôle à Bérénique. Salutation. Et dans le texte dit « Laissez passer pour Picos, fils de Castor, des provisions pour le mois, le chiffre est perdu, et ce qui nous intéresse ici, il y a écrit 7 italica d'huile, Elaiou italica. Or, nous savons que l'amphore dénommée italica dans les ostracas d'Égypte correspond, dans notre jargon d'archéologue, à la forme Dressel 2,4 que vous voyez ici, et qui servait à exporter le vin d'Italie, principalement du Latium de la Campanie, un peu partout dans le monde, et y compris vers l'Inde. Mais il est précisé que ces italicas sont remplis d'huile, ce qui implique un remploi,
clairement, on ne s'est pas du tout préoccupé du poissage interne, car c'était probablement, comme nous l'avons vu, la règle pour les amphores à huile. La pratique du remploi des amphores pour un commerce secondaire de l'huile est aussi prouvée par les analyses chimiques réalisées par un nouveau Nicolas Garnier sur les amphores du navire B de Pisa à San Rossore, et qui étaient pour l'essentiel des amphores à vin. 15 amphores à vin ont été analysées, elles étaient poissées, et elles ont livré, 10 d'entre elles ont livré du vin et 3 ont livré de l'huile. Dans le même site, des Dressel 6A contenant originellement du vin distri avaient été remployés pour transporter de l'huile. Nous devons donc garder à l'esprit que le trafic d'amphores n'est qu'une partie, souvent mineure, des échanges commerciaux ou non commerciaux, c'est-à-dire lorsqu'on fait venir de ses propriétés ses propres produits, c'était très souvent le cas pour les aristocrates. Ces échanges commerciaux ou non commerciaux qui utilisaient le plus souvent des outres et peut-être des tonnelets ou des tonneaux. Deuxièmement, que le site archéologique où l'archéologue trouve l'amphore est la destination finale d'un produit parfois différent de celui originellement commercialisé. Une amphore à vin a pu servir au commerce du vin vers une contrée, puis cette amphore, et d'autres de la même série, ont pu être réutilisées pour expédier de l'huile dans une autre région. Il y a donc un risque que l'amphore vinaire que l'on retrouve dans le site où elle a été jetée y soit en fait arrivée pleine d'huile ou d'un autre produit. L'épave de Grado, dans l'Adriatique, en est un bon exemple. Le navire, qui a coulé un peu après 150 après Jésus-Christ, transportait plusieurs sortes d'amphores à huile, des Ostia 23, des Ostia 59, des Africaines 1, des Tripolitaines, vous voyez ici, des Africaines 1, des Tripolitaines 1 et 3, et des amphores à vin, notamment des amphores de Forli, ici, des amphores de Cnide, que vous voyez ici. Donc, un joyeux mélange de toutes sortes d'amphores. Or, toutes avaient été réutilisées pour transporter des salaisons et des sauces de poisson. Autant dire que les amphores nous informent certes sur les grands courants commerciaux, le vin italien vers la Gaule, l'huile de Bétique vers Rome, le poisson salé d'Afrique vers l'Italie ou la Gaule, mais pas sur la totalité des trafics. Les amphores nous disent peu sur les commerces locaux ou régionaux. Elles témoignent parfois d'une toute petite partie de la production, comme c'est le cas du vin en Gaule interne, qui, nous le savons désormais, était majoritairement vendu dans des tonneaux de bois. Et enfin, elles nous trompent lorsqu'elles ont été remployées et que nous ne disposons pas d'analyse pour le prouver, ce qui est presque toujours le cas, faute de moyens financiers. Fort de ces connaissances et de ces précautions, nous allons maintenant passer rapidement en revue les principales catégories d'amphores attribuées au commerce de l'huile depuis l'époque archaïque jusqu'à la fin de l'Antiquité. Cette revue nous servira par la suite, dans une autre année, à croiser les données donc, entre ce que nous savons par les textes et ce que nous savons par l'archéologie. Mais avant d'attaquer ce nouveau chapitre, vu qu'il est -5, je vous propose de faire une pause tout de suite, puis ensuite de se lancer dans cette grande revue des principaux types d'amphores à huile attestés dans la Méditerranée archaïque, classique, hellénistique et romaine. Bien, reprenons donc depuis le début en faisant cette revue des amphores qui ont été probablement utilisés pour le commerce de l'huile.
Commençons par les 7e, enfin même les 8e et 6e, 8e, 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ. Comme vous le savez, l'huile d'olive fut une des principales exportations agricoles de l'Attique. On a longtemps pensé que les amphores décorées au niveau du col d'un motif ressemblant aux lettres SOS, et c'est la raison pour laquelle les archéologues les appellent les amphores SOS, que ces amphores servaient à l'exportation de l'huile d'Attique. Mais deux observations s'opposent à cela. Sur le vase François, peint par Cleitas vers 570 avant Jésus-Christ, Dionysos, que vous voyez ici et qui est clairement identifié par une inscription, se précipite aux noces de Thétis et Pélée en apportant une amphore SOS sur son épaule. Quelles que soient les arguties avancées dans la littérature spécialisée, je ne vois pas comment on peut échapper à cette évidence que le cadeau apporté par le dieu du vin à un banquet de noces soit une amphore à vin et non une amphore d'huile. Par ailleurs, l'association d'amphores SOS à des services à boire le vin est notable durant toute la période orientalisante en Italie. Dans la tombe Artiaque 104 de Cumes, une amphore SOS était déposée dans la fosse de la tombe qui contient un exceptionnel service à boire le vin, comprenant notamment un skyphos et une oinokoé en argent de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez ici la fameuse tombe à Tholos de la nécropole nord de la ville de Cumes. Cette tombe à Tholos a recoupé un ensemble de tombes plus anciennes, dont celle-ci, qui a été miraculeusement préservée, qui est la 104. L'amphore SOS était sur le côté de la tombe elle-même, et dans la tombe, il y avait un très beau service à boire le vin. Dans les tombes d'Étrurie, les amphores SOS sont souvent associés aux amphores à vin de Chios, montrant que les devins étaient servis dans les banquets au courant du 7e siècle. Les exemples sont nombreux. Je ne cite que celui, par exemple, de la tombe 5 de Vucci, qui est conservée au musée de Philadelphie, parce qu'elle est précisément contemporaine du vase François. La tombe contenait un service à boire corinthien associé à une amphore SOS tardive du premier quart du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut donc éliminer les amphores SOS en tant que témoins des exportations attiques de l'huile, mais en revanche, il est fort probable que les amphores dites à la brosse ont pu servir à un tel commerce qui semble fleurir surtout au VIe siècle, et c'est elle qu'il faudrait prendre en compte. Les amphores à la brosse viennent principalement d'Athènes, où elles remplacent progressivement les SOS à partir du VIe siècle. On distingue d'une part des amphores de type Agora 1501, dont le bord est embourrelé, dont la panse et le bord sont recouverts de vernis passé à la brosse. C'est comme ça qu'on les distingue. Et c'est un type qui est produit entre 580 et la fin du VIe siècle. Et d'autre part, il y a une variante plus tardive, dite Agora 1502, qui est plus ronde, avec un bord massif, et qui apparaît au milieu du VIe siècle et disparaît vers 480 avant Jésus-Christ. Comme l'indique Jean-Christophe Sourisseau dans son étude des amphores archaïques de Marseille, le fait que dans les niveaux du VIe siècle du port de Marseille, les amphores à la brosse ne portent pas de traces visibles de poids, alors que les amphores contemporaines le sont, semblerait indiquer, malgré la prudence qu'il faut garder, comme nous venons de le voir, que ce pourrait être des amphores à huile. Il y a une autre catégorie d'amphores qui pose problème, ce sont les amphores corinthiennes A. En effet, pour la même période, c'est-à-dire pour la période archaïque, on a attribué un temps les amphores dites corinthiennes A, fabriquées à Corinthe, donc à la base du Péloponnèse, à l'exportation de l'huile de cette région. Là encore,
on remarque que ces amphores se trouvent fréquemment dans les tombes d'Italie méridionale et d'Étrurie entre la fin du 8e et le 6e siècle, dans des contextes qui sont liés à la consommation du vin. L'exemple le plus flagrant est la tombe 526 de Pontecagnano. Pontecagnano est une ville étrusque un peu au nord de Paestum, entre la ville de Salerne actuelle et Paestum. Et cette tombe, donc, a livré à la fois une amphore corinthienne A et un très beau service à boire le vin en argent. Et dans la publication qu'en a donnée Bruno d'Agostino en 1977, qui s'appelle Tombe principesche dell'Orientalizzante Antico de Pontecagnano, paru dans Monumenti Antichi en 1977, donc, Bruno d'Agostino n'avait aucun doute sur la fonction vinaire de cette amphore qui était clairement associée à un service à boire le vin. En fait, rendre les amphores corinthiennes A et les amphores SOS au vin les fait rentrer assez banalement dans la sphère de consommation aristocratique des vins de prix d'origine lointaine et d'origine prestigieuse, bien sûr, Corinthe et Athènes, au cours de banquets, et cela suffit à expliquer leur large exportation, mais en petite quantité, au cours des périodes orientalisantes et archaïques, c'est-à-dire entre la fin du 8e et le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, nous avons éliminé deux grandes catégories. Est-ce qu'il y avait quand même à cette époque-là des amphores servant au commerce de l'huile? C'est possible. C'est possible notamment pour des amphores phénico-puniques et leurs imitations ibériques. Nous savons, et nous l'avons vu depuis le début, notamment avec les interventions de Jean-Frédéric Terral et d'Isabelle Bonora, que la péninsule ibérique, surtout la zone autour de Gibraltar, est depuis l'Holocène une zone favorable à l'olivier et à sa culture. Même si les installations de production d'huile jusqu'à présent découvertes sont peu importantes et de type domestique pour l'époque archaïque et classique, l'huile qui était produite dans cette région devait excéder les besoins locaux et une certaine quantité devait être exportée. L'exportation pourrait se faire dans les amphores que l'on appelle Ramonte 10-2, produites dans la zone de Gibraltar, vous voyez ici, et dans des amphores ibériques de la zone d'Alicante, qui, dans le port de Marseille, ne présentent pas de traces de poids. Dans un article paru en 2004, Jean-Christophe Sorisseau, un article qui s'appelle « Les amphores ibériques et phénico-puniques en Provence et dans la basse vallée du Rhône », paru dans les documents d'archéologie méridionale, Jean-Christophe Sorisseau, donc, a montré que ces amphores ont été importés à Marseille en petite quantité à partir du début du VIe siècle, puis en quantité plus notable, autour de 20% du total de toutes les amphores, dans la deuxième moitié du VIe et dans la première moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ. Il explique que les phocéens de Marseille, ne disposant que d'un petit territoire, surtout planté en vignes, qui était évidemment nécessaire pour leur commerce avec les tribus celtiques de l'intérieur, ce petit territoire ne produisait pas assez d'huile pour leur consommation et qu'ils devaient donc en importer depuis la péninsule ibérique. La quasi-disparition des amphores ibériques à Marseille au cours du IVe siècle est alors interprétée comme le signe d'une autosuffisance acquise par l'expansion territoriale et ou par un approvisionnement régional, probablement auprès de tribus locales. Les importations d'huile des débuts de la colonie phocéenne marquent donc une exception à la règle de l'approvisionnement local, car nous avons affaire, dans ce cas précis, à une cité marchande qui spécialisait ses productions dans le produit le plus rentable pour elle, le vin, quitte à importer de l'huile que la demande culturelle des citoyens réclamait. Alors maintenant, arrivons à Rome, où, sous la République, on importait déjà de l'huile de toute l'Italie et d'Afrique, en sus des productions de son territoire et des territoires proches, comme la Sabine.
On faisait venir de l'huile aussi de Campanie, mais dans des conteneurs qui ne sont pas connus par l'archéologie, peut-être par des outres. Et on en faisait aussi venir de l'Apulie, dans des amphores dites de brindes, car produites dans les ateliers situés sur la côte autour du port de Brindisium, tout à fait au bout de l'Italie. À partir du dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ, l'huile d'Apulie était exportée en grande quantité par le port de Brinde, surtout vers l'Orient. On trouve des amphores de Brinde à Délos, à Éphèse, à Alexandrie, en Judée, mais aussi de l'autre côté vers l'Occident, en Gaule, et il y a notamment une très belle épave qui a coulé au large de Marseille, qui s'appelle l'épave de Planier III, un navire qui a sombré vers 50 avant Jésus-Christ, qui contient, entre autres, des amphores de Brinde marquées au nom de Marcus Tucus Galleo. Ces amphores ont été fabriqués donc entre le dernier quart du IIe siècle et le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans des ateliers situés sur la côte adriatique, notamment dans les grands ateliers de La Rosa, d'Apani, de Giancola et de Marmorelle. Ces derniers ateliers, c'est-à-dire Giancola et Marmorelle, ont été fouillés sous la direction de Daniele Manacorda, qui en a fait une publication détaillée en 2012, à laquelle je vous renvoie, donc les Fornaci de Giancola à Brindisi. Et cette équipe a montré que l'atelier, qui a été installé au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, connut un temps d'intense activité quand il appartenait à un certain Viselius, un personnage qui est peut-être assimilable à Caius Viselius Varro, qui l'aurait exploité dans le cadre d'un grand domaine agricole en employant des esclaves orientaux qui sont bien connus par les timbres qui sont apposés sur les anses de ces amphores. Après la mort de Viselius et un temps de confusion au moment des guerres civiles du milieu du 1er siècle avant notre ère, d'autres producteurs, les affranchis Cneius Petronius Sostratus puis Lucius Marcus Saturninus, fabriquèrent d'autres amphores dont la diffusion se restreint alors à l'Adriatique. Puis, au tournant du siècle, et au tournant de notre ère aussi, l'exportation des amphores de Brindisi cesse, et parmi les dernières amphores de Brinde, une qui a été trouvée au Magdalensberg, en Autriche, porte un graffito avec la date consulaire de 13 après Jésus-Christ. C'est parmi les dernières. On estime que les ateliers ont cessé de produire des amphores à huile sous Auguste, et la destination de l'huile et du vin de la région de Brinde, qui était l'Orient dans la première moitié du 1er siècle, puis l'Adriatique avant que la diffusion des amphores ne cesse, paraît s'arrêter. Pourtant, les fouilles des installations agricoles de cette région, les fermes et les villets de l'Apulie, montrent qu'on a continué à produire du vin et de l'huile à côté des céréales et qu'on a pratiqué l'élevage. Il est donc clair que la destination des denrées agricoles a changé et qu'on n'avait plus besoin d'amphores pour un transport par mer. Je pense que, outre les cités de la région qui se sont évidemment développées, où la demande avait cru, Rome, la ville de Rome, est devenue alors la destination principale de ces produits. Et je me demande donc si, pour ces deux destinations, à la fois les villes régionales et Rome elle-même, l'huile et le vin d'Apulie n'étaient pas alors transportés directement dans des outres, chargés par des ânes, dont les caravanes ne se dirigeaient plus vers les ports et vers les navires pour l'exportation vers l'Orient, mais directement vers les villes de la région et surtout vers Rome. La Via Appia le permettait aisément, et un trajet par la route, certes bien plus coûteux que par mer, était compensé par l'économie réalisée sur les ruptures de charge, sur les coûts de transaction et sur les risques présentés par la navigation maritime. Les commerçants pouvaient en effet transporter directement l'huile du producteur au détaillant à Rome dans les mêmes outres et avec les mêmes ânes, évitant donc tout transvasement. Donc on voit bien comment la disparition de la fabrication d'un certain type d'amphore
ne veut pas forcément dire que la région où on cesse de les produire entre dans une crise économique épouvantable et qu'on ne produit plus de vin ou d'huile et que donc on entre en récession. Je crois que ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement un effet d'optique lié à notre perception du trafic en amphore. Alors voyons un autre cas. Dès le début de l'Empire, comme nous l'avons vu, l'Italie consommait sa propre huile ou la vendait à Rome. Et les régions exportatrices d'huile étaient alors principalement l'Istrie, c'est-à-dire le nord de l'Adriatique, la Croatie actuelle, si vous voulez, la Bétique, l'Afrique et la partie orientale de l'Afrique que l'on appelle la Tripolitaine. Alors commençons par l'Istrie. L'huile d'Istrie était transportée dans des amphores que nous appelons Dressel 6B. Les Dressel 6A étant pour le vin et les B pour l'huile. Deux de ces amphores Dressel 6B qui ont été trouvées à Magdalensberg, elles sont particulièrement bien conservées, portaient des étiquettes qui sont tout à fait essentielles pour identifier leur contenu. On y lit en effet Olei Istrikiflos et la quantité et le producteur Quintus Lucidus Destrus et Lucius quelque chose, peut-être Licinius, Istriki, Olei Flos Pondo. Donc il n'y a guère de doute que c'était bien des amphores qui servaient à exporter l'huile produite dans cette région, et on connaît par ailleurs de très grandes installations de production, notamment une gigantesque à Barbariga, dans la péninsule istrienne. Ces amphores étaient produites sur la côte, notamment dans les ateliers de Loronne, qui appartenaient alors au sénateur Titus Statilius Taurus, et dans l'atelier de Fasana, qui appartenait au sénateur Caius Laecanius Bassus. Et vous voyez donc que nous sommes au sommet de la hiérarchie sociale et économique de l'Empire, puisque ce sont des domaines qui appartiennent aux plus grands aristocrates et qui d'ailleurs passeront au fil du temps dans les mains de la famille impériale. Ces amphores sont fabriquées principalement entre le début du 1er siècle de notre ère et le milieu du 2e. Elles sont largement exportées vers le nord, ce qui est assez logique, et elles portent donc des timbres, des marques qui montrent l'implication des familles sénatoriales puis de l'empereur dans la production et le commerce de cette huile qui semble cesser vers le milieu du IIe siècle. Là encore, il faudra voir de près, lorsqu'on étudiera cette période, si le commerce cesse ou c'est simplement qu'on change de type de conteneur et qu'on n'a plus de conteneurs en amphore. Alors une autre grande région essentielle pour notre propos, c'est la Bétique. L'huile de Bétique a inondé le marché en Méditerranée occidentale du 1er siècle au 3e siècle de notre ère, et elle était transportée dans les grosses amphores Dresselvin que je vous ai montrées tout à l'heure. L'accumulation des amphores de Bétique jetées aux abords du port fluvial de Rome a fini par former une colline de tessons que l'on appelle le Monte Testaccio, le mont des Tessons, qui mesure pas moins de 39 mètres de hauteur et dont on estime qu'elle contient les fragments d'une 50aine de millions d'amphores déversés entre l'époque d'Auguste et le milieu du IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire la période durant laquelle le pouvoir politique a procédé à des distributions d'huile au peuple romain. Toutefois, si les amphores de Bétique forment la plus grosse part de la décharge du Monte Testaccio, elles n'en sont pas les seules. On ne sait pratiquement rien des couches de base qui sont complètement enfouies à la base de la décharge qui n'a jamais pu être atteinte et qui pourraient contenir des amphores de Brinde éventuellement et d'Afrique proconsulaire. Mais on sait qu'à partir des niveaux du IIe siècle, les amphores de Bétique forment entre 85 et 90% du total de ce qui est déversé au Testaccio, le reste correspondant
aux amphores d'Afrique du Nord. Dans les niveaux du premier tiers du IIIe siècle, les amphores de Bétique se maintiennent encore autour de 90% du total. L'évolution de la forme des amphores dresselvins a fait l'objet de nombreuses études depuis plus d'un siècle, notamment de la part de Rodriguez Almeida, dans un article resté célèbre, Novedades di Epigrafia Amphoraia del Monte Testaccio, paru dans les recherches sur les amphores romaines à Rome en 1972. Puis on a eu des études très précises, fondées notamment sur la stratigraphie du site d'Augst en Suisse, de la part de Stephanie Martin-Kilscher, s'appelle Die Römischen Amphoren Augst und Kaiser Augst, paru à Augst justement en 1987. Et puis plus récemment, nous avons eu deux grandes synthèses de Piero Bernimillet, Las Anforas de Aceite de la Bética su presencia en Catalonia Romana, paru à Barcelone en 1998, puis du même auteur, Epigraphia Amphorica de la Bética, Nuevas Formas de Análisis, paru en 2008. Cela donc nous offre un cadre précis de la chronologie des formes du timbrage, et il faut aussi s'appuyer, bien entendu, sur la série des publications des fouilles espagnoles du Monte Testaccio, paru sous la direction de José María Velázquez et José Remesal, Estudios sobre el Monte Testaccio, dont la série, qui comprend un grand nombre de volumes, a commencé à apparaître à Barcelone à partir de 1999. Bon, si on fait la synthèse de tout ça, on peut dire que les plus anciennes amphores à huile de Bétique ont été exportées à Rome et sur le limes rhénan dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elles prennent la suite d'amphores pré-romaines à huile qui étaient fabriquées notamment dans la région de Carmona dès les 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ. À l'époque augustéenne, que nous voyons sur cette diapositive, les amphores de Bétique imitent, comme vous le voyez, les amphores de Brinde, avec un corps ovoïde et un bord embourrelé. Assez rapidement, dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ, le corps va cesser d'être ovoïde pour devenir hémisphérique, et plutôt sphérique, et c'est ainsi que déjà dès l'époque de Claude, notamment dans l'épave de Port-Vendre II, nous avons la forme classique de l'amphore dresselvin qui s'oppose donc à celle de l'époque augustéenne, qui sont bien connues sur les forts de l'armée romaine installés le long du limes de Germanie, et c'est la raison pour laquelle on les appelle, par exemple, Oberaden 83 ou Alterne 71, du nom des deux forts romains où elles ont été trouvées au début du XXe siècle. Donc, la forme classique est obtenue dès le milieu du 1er siècle, et par la suite, à l'époque flavienne, le col va légèrement s'allonger, la lèvre devenir triangulaire et avoir une gorge interne, ce qui permet que, même lorsqu'on n'a qu'un fragment du bord, de dater avec une assez grande précision, disons au demi-siècle près, le type d'amphore, ce qui est évidemment utile pour nos statistiques. Au milieu et dans le deuxième moitié du IIe siècle, le col se raccourcit à nouveau, mais la lèvre devient totalement triangulaire, perd sa gorge interne, comme vous voyez là. Et enfin, au IIIe siècle, on a une amphore beaucoup plus massive, avec un bord triangulaire qui devient plus déversé. Et on peut donc, de cette façon, bien suivre cette évolution qui, à partir du troisième quart du IIIe siècle, se produit en parallèle avec l'apparition d'un nouveau modèle d'amphore ovoïde, que vous voyez ici, de plus petite dimension, que l'on appelle l'amphore Dressel 23,
et qui seul restera fabriqué au IVe siècle et jusqu'au tout début du Ve siècle après Jésus-Christ. Cet amphore Dressel 23 servait tout à la fois au transport de l'huile, mais aussi d'olives en conserve, comme le prouvent des inscriptions qui mentionnent des olivales columbares, c'est-à-dire en fait des olivales columbades avec une faute d'orthographe. L'abandon de la production des grosses amphores, leur substitution par des amphores de moindre contenance et la fin de l'utilisation de la décharge du Monte Testaccio, où les dernières amphores connues portent la date de l'année 257, ont été interprétés comme les signes d'une crise de l'oléiculture de la Bétique, dont la défaillance aurait été suppléée par l'Afrique et la Tripolitaine. Défaillance, évidemment, pour l'approvisionnement des consommateurs à Rome. Mais si c'était le cas, les derniers niveaux du Monte Testaccio auraient dû être recouverts par des amphores d'Afrique et de Tripolitaine. Or, nous avons vu que la proportion d'amphores africaines et tripolitaines reste de l'ordre de 10 à 15% dans les derniers niveaux et qu'elles sont mêlées aux amphores de Bétique dans tous les niveaux depuis au moins le milieu du IIe siècle jusqu'au milieu du IIIe siècle. Par ailleurs, alors que la consommation d'huile à Rome ne diminue probablement pas à la fin du IIIe et au IVe siècle, et alors que l'huile de Bétique arrive toujours à Rome jusqu'au début du Ve siècle, nous voyons bien que les Dressel 23 sont bien moins nombreuses que les Dressel 20 et qu'on ne les accumule plus sur la décharge du Testaccio. Même si nous devons tenir compte de la destruction d'une autre décharge qui était appelée Piccolo Testaccio et qui a pu fonctionner au IVe siècle et éventuellement recevoir des Dressel 23, j'en viens à me demander si, comme pour le vin, mais avec 2 bons siècles de décalage, l'huile de Bétique n'a pas alors été envoyée partiellement à Rome dans des tonneaux de bois à partir de la deuxième moitié du IIIe siècle. La chose n'a rien d'invraisemblable. Nous avons vu que c'est en tonneaux, encore cerclés en bois, que le port de Marseille importait des huiles d'Égée et de Barbarie au XVIIIe siècle. Si un tel commerce de l'huile en futaille existait à l'époque moderne, dans des conditions techniques qui n'avaient pas fondamentalement évolué depuis l'Antiquité, il n'y a pas d'obstacle à imaginer que le passage des amphores aux futailles s'est produit en Espagne à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, ce qui expliquerait donc l'abandon de la décharge du Testaccio, puisque évidemment les tonneaux peuvent être démontés, renvoyés sur place, réutilisés, etc., et de toute façon qui ne laissent pas de traces. Je sais bien que Rosser Remessal avance, qui est le fourier du Testaccio, avance quant à lui une autre hypothèse dans ses ouvrages et dans un article intitulé L'Afrique au Testaccio, paru dans l'Africa Romana à Rome en 2004, où il avance que ce serait la construction de la muraille aurélienne qui aurait provoqué l'abandon du Testaccio et qui aurait jeté, et on aurait jeté les amphores à huile dans un autre lieu. Mais à vrai dire, on ne comprend pas bien pourquoi la construction des remparts d'Aurélien entre 271 et 282 aurait entraîné l'abandon du Testaccio, puisque la décharge fut englobée à l'intérieur de la muraille, et donc on y avait toujours directement accès depuis le port, et qu'il semble bien, de toute façon, qu'elle ait cessé d'être alimentée une douzaine d'années avant la construction des nouveaux remparts. Par ailleurs, les représentations sculptées et les vestiges archéologiques assurent que le tonneau et son artisanat, très spécialisé, étaient déjà très bien implantés en Lusitanie, qui est la province limitrophe de la Bétique. L'administration romaine, qui utilisait les tonneaux pour le vin depuis plus de 250 ans, en était bien consciente à la fois des avantages que permettaient les tonneaux, donc les conteneurs de bois qui étaient solides, faciles à empiler, faciles à faire rouler. Il faut donc, je crois, envisager cette possibilité de substitution partielle des amphores Dressel 20 par des fûts de bois
qui aurait été donc permise par une amélioration des techniques de fabrication des tonneaux en chêne et par une meilleure étanchéité. Mais nous avons donc évoqué cette possibilité que l'huile d'Afrique se soit en partie substituée à l'huile d'Espagne, et effectivement, il y a des importations africaines à Rome, c'est ce que nous allons voir. En fait, l'huile d'Afrique a été exportée beaucoup plus tôt qu'on ne l'a longtemps dit. Il faut rappeler que la région de Carthage et du Cap-Bon, ici et là, était couvert de vergers et que l'on eût cultivé l'olivier depuis la fondation de la ville phénicienne à la fin du IXe siècle avant Jésus-Christ. Bien plus tard, durant la guerre civile entre César et Pompée, César trouva de l'huile d'olive en abondance dans les fermes autour d'Agar. Et là, je vous renvoie au passage de la guerre d'Afrique au paragraphe 67.2, et d'autre part, vers Ouzita, c'est-à-dire dans cette région-là, toujours dans le même texte, la guerre d'Afrique, mais au paragraphe 50, le paysage autour d'Ouzita était marqué par de vieilles olivettes, et le texte nous dit « olivettes aux arbres serrés et épais ». Donc, il y avait incontestablement une production d'huile relativement importante dans toute cette frange côtière de l'Afrique. Les travaux récents d'Imed Benjerbania et de Claudio Capelli montrent qu'il faut attribuer à l'Afrique une catégorie d'amphores que les archéologues appellent tripolitaines anciennes, ou parfois Dressel-26. Tripolitaines anciennes parce qu'elles ont une vague ressemblance avec, nous le verrons, les tripolitaines numéro 1. Il s'agit en fait d'un groupe hétérogène comprenant plus de 6 types de pâtes et de bords variés qui ont été produits en plusieurs endroits de la côte tunisienne, dont l'Eptiminus, on va revenir à la carte, l'Eptiminus étant situé dans ce secteur, dont Carthage elle-même, ou donc ici, où Imed Benjermania a trouvé récemment un dépotoir d'atelier. Et je vous renvoie à son article « Observations sur les amphores de tradition punique » d'après une nouvelle découverte près de Tunis, parue dans Antiquité africaine 2013. Quelques analyses ont été effectuées sur les fonds d'amphores et elles montrent qu'il s'agit bien de conteneurs pour l'huile. Or, ces amphores ont été fabriqués dès la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et jusque dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Elles sont exportées dans tout le bassin occidental de la Méditerranée, mais aussi à Alexandrie, qui manque d'huile d'olive à cette époque, comme nous l'avons vu dans un cours précédent à propos de l'huile de radis. Un article de Claudio Capelli et de Alessia Contino, Amphore tripolitaine ancienne ou amphore africaine, paru à nouveau dans l'Antiquité africaine 2013, se fonde sur les fouilles du Monte Testaccio, du Nuovo Mercato Testaccio, c'est-à-dire de la zone qui est devant le Monte Testaccio où il y avait des entrepôts, et ces fouilles semblent indiquer qu'on employait encore ces amphores, dites tripolitaines anciennes, au cours du 1er siècle, voire jusque sous Trajan et peut-être Adrien. Elles seraient donc contemporaines d'autres catégories d'amphores à huile africaines que l'on appelle Ostia 23 et 59. Ces deux types d'amphores à huile ont d'abord été déterminés à Ostie par Clementina Panella dans sa publication déjà ancienne des termes del nuotatore, paru en 1973. Ces deux types sont attestés à Pompéi avant 79 et semblent bien avoir été utilisés pour le transport de l'huile. Elles pourraient en fait provenir de la région de Tabarka. On va revenir à la carte, c'est-à-dire ici, dans cette région-là. Tabarka, qui est le port d'exportation de l'huile d'une grande région agricole de l'intérieur autour de Soukaras.
mais elles ont peut-être aussi été en partie fabriquées dans les ateliers de Salacta, précisément dans la région où les sources que je vous ai mentionnées plus haut mentionnent une huile abondante. La présence de ces amphores au Monte Testaccio, à côté des amphores africaines 1, dans les niveaux du milieu du IIe siècle, a été bien mise en valeur par un article de Victor Réville, Les amphores africaines du IIe et du IIIe siècle au Monte Testaccio, paru dans In Africa et in Hispania, études sur l'huile africaine, publiée à Barcelone en 2007. L'analyse récente, donc on voit bien que là, elles sont associées aux amphores espagnoles, et donc on est à peu près sûr que c'était pour le transport de l'huile africaine. Toutefois, l'analyse récente effectuée sur 4 amphores de type Ostia 59, c'est-à-dire celui-là, trouvées dans le Rhône à Arles, révélerait qu'elles aient contenu de l'huile de benne. Si cela se confirmait, il ne pourrait s'agir que d'amphores de remploi, réutilisées donc en Égypte pour l'huile de moringa. Et je vous renvoie à la publication de David Jaoui, Nicolas Garnier et Elisabeth Daudinet, l'huile de benne identifiée dans 4 amphores africaines de type Ostia 59 provenant d'Arles et qui est paru dans la revue Antiquité africaine en 2015. Ce travail pose encore une fois le problème de la réutilisation des amphores à grande échelle. Non seulement des amphores à vin ont été remployés pour l'huile, mais aussi des amphores à huile d'olive pour d'autres types d'huile, ajoutant encore à la confusion. Mais cela ne doit pas nous étonner. Le commerce antique avait plusieurs niveaux. À côté des grands courants bien établis, il y avait, comme il est logique, une infinité de trafics de moindre ampleur, mais capillaires et très fréquents, qui réutilisaient des conteneurs primitivement utilisés pour le grand commerce. Dans le cas des Ostia 59, dont un autre exemplaire trouvé à Fos sur mer, qui était Fos à Marianné, un des ports d'entrée du commerce en Gaule, à l'embouchure du Rhône, un autre exemplaire semble aussi avoir contenu de l'huile de benne. Donc pour ce type d'amphore, on pourrait avoir le témoignage d'une forme de commerce triangulaire. L'huile d'olive d'Afrique serait envoyée à Alexandrie, et nous avons vu à plusieurs reprises qu'Alexandrie manquait notoirement d'huile. Là, les amphores étaient vidées de leur huile, qui était consommée sur place, et puis remplies d'huile de benne expédiée sur d'autres navires vers la Gaule. L'huile de benne, nous l'avons vu lorsque j'ai traité des parfums il y a quelques années, était une huile faite principalement en Égypte et en Palestine à partir des fruits du moringa. C'était une huile coûteuse, très appréciée en parfumerie, et il ne fait pas de doute que les parfumeurs établis en Gaule en faisaient venir, de même que toutes sortes de substances aromatiques qui transitaient par Alexandrie, comme nous l'avons vu il y a 2 ans à propos du grand commerce entre l'Empire, l'Arabie et l'Inde. Donc, passé par Alexandrie, l'encens, la myrrhe, le nard argentique, la casse, la cannelle, etc. Donc, il y avait tout un trafic de matières parfumantes et de bases pour les parfums qui venaient d'Alexandrie. Je crois donc qu'il n'y a rien de plus normal que ces importations d'huile de benne qui auraient transité par Fos et par Arles, qui étaient les portes de la Gaule. Et je ne doute pas qu'on trouve un jour à Lyon des amphores du même titre à Lyon, où un parfumeur est connu dans la nécropole de Saint-Irénée au IIe siècle, c'est-à-dire à peu près à l'époque des importations de ces amphores. Et je vous renvoie à propos de cette inscription à un article de Marcel Leglé, une nouvelle inscription launaise parue dans le Bulletin des antiquaires de France en 1981. D'une façon générale, donc, la forme Ostia 59 est assez bien diffusée dans la Méditerranée occidentale du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au milieu du 2e siècle, époque à partir de laquelle elle semble supplantée en grande partie par le type appelé africaine 1, qui semble être produite jusqu'au
dans le IIIe siècle. Les amphores africaneurs, en fait, ont été produites dans plusieurs ateliers de l'Afrique à partir de la seconde moitié du IIe siècle et jusqu'à la fin du IVe siècle. On distingue une évolution en 3 phases qui a été bien mise en évidence par Michel Bonifay dans son ouvrage fondamental qui s'appelle « Études sur la céramique romaine tardive d'Afrique », paru à Oxford en 2004. Il y a d'abord la variante A, que vous voyez là, qui présente un bord en demi-cercle, un corps allongé cylindrique, et qui est produite principalement entre le milieu du IIe siècle et le début du IIIe siècle. Puis la variante B, avec un bord en croissant de lune, qui est assez caractéristique, et toujours un corps allongé cylindrique, dont la chronologie commence à peu près la même période que la variante A, mais se prolonge jusque dans le IIIe siècle très avancé. Et enfin, la variante C, qui est surtout caractéristique de la fin du IIIe et du IVe siècle, où le bord, à ce moment-là, est arrondi. Grâce à ces bords, on peut donc à nouveau replacer, à peu près au demi-siècle près, ce type d'amphores dans nos comptages. Ces amphores sont produites sur toute la côte de la Tunisie actuelle, de la, vous le voyez ici, hein, Africaner, de la région de Carthage jusqu'à la Byzacène. Et il semble bien que ce type d'amphore a été le principal conteneur de l'exportation de l'huile d'Afrique entre le milieu du IIe siècle et la fin du IVe siècle. À ce titre, donc, les amphores africaines sont bien représentés au Monte Testaccio, où elles forment, au IIIe siècle, la majorité des amphores africaines, à parité parfois avec les amphores de Tripolitaine. Dans le courant du IIIe siècle, on peut se demander si une partie de l'huile d'Afrique a été transportée dans d'autres amphores plus grandes, celles que l'on appelle les amphores africaines II. La question est embrouillée, car nous savons, par les résidus trouvés dans ces amphores, notamment dans les épaves, que la plupart d'entre elles ont servi à l'exportation des salaisons de poissons dont de nombreux ateliers de grande ampleur étaient établis sur la côte de l'Afrique proconsulaire. Mais les fouilles de Monte Testaccio ont montré que les 4 variantes principales y sont attestées dans les niveaux du IIIe siècle. Je vous renvoie à la publication de Réville en 2007. On est donc confronté à l'alternative suivante. Première option, une part de l'huile africaine arrive à leur arôme dans certaines de ces amphores, ce qui explique soit que certains types sont bien attestés pour l'huile, comme par exemple le type 2B, dite pseudo-tripolitaine, dont les ateliers de fabrication sont proches du Tisdrus, soit que l'on utilise les mêmes types d'amphores pour divers produits. C'est à cette option que se range Matthew Hobson dans son récent ouvrage The North African Boom, Evaluating Economic Growth in the Roman Province of Africa Proconsularis, paru en 2015 à Portsmouth. La deuxième option, c'est que les niveaux finaux du Monte Testaccio ne résultent plus quasi exclusivement de l'approvisionnement en huile de Rome, mais qu'on y jette alors des conteneurs variés, y compris des conteneurs de salaison et de vin. D'ailleurs, dans l'ouvrage Estudio sobre il Monte Testaccio numéro 5, donc, dirigé par José María Velázquez et José Remesal, paru en 2010 à Barcelone, ces amphores africaines II sont associées à quelques conteneurs de type Almagro 51, Beyrouth 37, Prétoise 1, Dressel 43, Forlimpopoli, Gauloise 4, etc., c'est-à-dire des amphores à vin et à salaison qui sont certes très minoritaires, mais qui existent. Et donc, je pense que c'est à cette option que je me range, donc d'un mélange d'amphores de tout type dans les niveaux finaux, c'est-à-dire à une époque où le Testaccio ne sert plus exclusivement pour les amphores à huile, probablement parce qu'on change de système de transport, comme je vous l'ai dit. Et donc, je m'arrête pour l'instant à cette option en attendant
que de futures analyses viennent trancher le débat. Donc, nous gardons les africaines 2 principalement pour les salaisons de poissons et nous gardons les africaines 1 pour l'huile. Alors, les choses se compliquent dans la phase suivante, à partir de la fin du IVe et au 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, où plusieurs types d'amphores ont pu servir à l'expédition de l'huile d'Afrique. Michel Bonifay, à nouveau, a fait le point récemment dans un article intitulé « Amphores de l'Afrique romaine, nouvelles avancées sur la production, la typochronologie et le contenu » dans un colloque qui s'appelle « Amphorae ex Hispania, paisajes de producción y consumo » paru à Tarragona en 2016. Parmi les probables amphores à huile de cette période, on trouverait les amphores Quai 35A, Quai 4041, Quai 59 et Quai 61C. Sur l'épave du Dramont E, que vous voyez ici, qui a été fouillée par Claude Santamaria et publiée en 1995, les amphores 35A, c'est-à-dire celle-ci, ne présentaient pas de traces de poids, alors que les 35B étaient poissées, en tout cas avaient conservé la poix. Cela fait des amphores dites Quai 35A de bonnes candidates pour le transport de l'huile de la région de Nabeul, où ces amphores étaient fabriqués en même temps que d'autres, notamment dans l'atelier, la région de Nabeul étant ici, notamment dans l'atelier de Sidi Sahouni sur les territoires de la cité donc, de Nabeul, qui s'appelait à l'époque Néapolis. Le type 61C, au corps cylindrique, que vous voyez ici, au bord en bourrelet, pourrait aussi avoir une fonction de conteneur d'huile, mais de la région de Salakta, au milieu de la côte de l'Afrique. Ces amphores étaient en effet fabriqués, entre autres, dans l'atelier de Enchir Shekaf à Ksouressaf. Elles conviendraient très bien à l'exportation de l'huile de Byzacène. Les amphores 40-41, produites selon une étude de Claudio Capelli et de Michel Bonifay dans la vallée de la Medjerda, vers Douga, où l'oléiculture était développée, pourraient avoir servi à l'exportation de l'huile au Ve siècle. Quant aux amphores Quai 59, que vous voyez ici, de la fin du IVe du début du Ve siècle, qui évoluent vers la forme Quai 8B par la suite, dans la deuxième moitié du Ve siècle, proviennent, elles, du sud de la Byzacène, principalement de la région de Gafsa. Ce pourraient donc être les conteneurs privilégiés de l'exportation des grandes huileries africaines dont nous a parlé Samira Sehili mardi dernier. On a donc, pour l'Afrique, un continuum d'amphores d'exportation d'huile entre la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et le VIe siècle après Jésus-Christ. Les volumes traités au cours de la période entre le IIe et le Ve siècle après Jésus-Christ sont toutefois nettement plus importants que ceux des siècles qui ont précédé, ce qui correspond à ce que l'on sait par les sources écrites et par l'archéologie des installations. Mais l'exportation de l'huile n'était pas du tout négligeable à la fin de la République et au début de l'Empire, ce qui nous amènera à poser la question, où sont les huileries de cette époque en Tunisie? À l'autre extrémité de l'arc temporel, on constate, au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, que les amphores à huile sont plus grandes qu'auparavant et que leur typologie est nettement plus diversifiée, comme si l'augmentation des exportations s'était accompagnée d'un abandon de la standardisation. Ce phénomène peut s'interpréter de deux façons. Soit une volonté de chacune des régions de se distinguer des autres, soit une moins grande intégration du commerce dont les agents, commerçants et armateurs, ne réclament plus des conteneurs standardisés. La seconde option est probablement la bonne dans la mesure où ce phénomène d'abandon des standards est connu dans d'autres secteurs économiques à la même époque. Alors voyons maintenant ce qui se passe, pour finir, avec l'Afrique à l'est de l'Afrique, dans la province de Tripolitaine, qui a été détachée de la province d'Afrique proconsulaire en 303 après Jésus-Christ. La situation est plus simple.
En effet, cette région a surtout produit de l'huile sur les hauts plateaux du Djebel Tahouna et du Djebel Mselata, où d'énormes huileries ont été construites. Cette huile était concentrée dans les ports de Leptis Magna et d'Oea, d'où elle était expédiée surtout vers l'Italie, dans des amphores cylindriques, vous voyez ici, dont on suit le développement entre le 1er siècle de notre ère et le 5e siècle. Au début, on trouve des amphores dont le bord est vertical et la lèvre en bourrelet mouluré, et ces amphores, dites tripolitaines 1, sont fabriquées à Leptis Magna, dans la région, et aussi dans la région de Tripoli, c'est-à-dire dans tout ce secteur-là, ainsi que dans la région au sud de Sarsis, en Tunisie, dans ce secteur ici, entre la période augustéenne et le milieu du IIe siècle. Pour un point sur la question, je vous renvoie à l'article d'Elissa Gérey, Les ateliers d'amphores de Sita et le potentiel économique de la tripolitaine tunisienne, paru dans The Africa Romaque, Merging Culture Across North Africa, paru à Londres dans Society for Libyan Studies en 2016. On trouve fréquemment des tripolitaines 1 à Ostie, à Rome, à Pompéi, à Cume même, comme vous voyez ici, avec un beau remploi d'une de ces amphores pour une inhumation, et sporadiquement un peu partout, y compris dans la mer Rouge, à Myos-Hormos par exemple. Dans la seconde moitié du IIe siècle, la forme évolue un peu. Le corps devient plus gros et le corps s'évase. Ici, vous voyez les amphores qui sont à Rome au Monte Testaccio. Et donc, on arrive dans la deuxième moitié, principalement au IIIe siècle et au IVe siècle, à cette forme que l'on appelle tripolitaine 3, qui est déjà présente au milieu du IIIe siècle au Monte Testaccio, où d'ailleurs c'est le seul type qui est désormais attesté. On suit son évolution jusqu'à la fin du IVe siècle, époque où la moulure supérieure devient proéminente. Et au début du IIIe siècle, le timbrage, qui a été étudié par Daniel Manacorde dans plusieurs articles, montre le passage de certaines grandes propriétés sénatoriales dans les mains de l'empereur Septime Sévère, qui fait de l'huile de tripolitaine une source importante d'approvisionnement pour Rome. L'exportation de l'huile de tripolitaine diminue au IVe siècle, mais ne cesse que vers le milieu du Ve siècle. Dans le bassin oriental de la Méditerranée, on trouve une situation assez similaire. Partout, depuis une époque très ancienne, souvent depuis le néolithique, on cultivait des oliviers et on produisait de l'huile. Les agglomérations étaient donc très largement approvisionnées par leurs campagnes, sans que ces mouvements locaux ne laissent de traces, car, comme je vous l'ai dit, les transports devaient surtout se faire dans des outres et des amphores de récupération. Certaines régions ont eu aussi des productions excédentaires sur la longue durée. C'est le cas de l'Attique, du Péloponnèse et de la Grèce de l'Est. La croissance d'Athènes, durant l'Empire romain, a probablement absorbé une large part de l'huile produite en Attique. Mais le Péloponnèse et la Grèce de l'Est, y compris les îles, disposaient d'excédents qui étaient commercialisés dans des amphores dont on décèle désormais les types, les lieux de production et la destination. Plusieurs synthèses ont été récemment écrites sur cette question, notamment par Andrei Opait, et je vous renvoie à un de ses articles parus dans Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, des actes d'une table ronde tenue à Trabzon et édité par Dominique Cassab en 2010. Ces amphores à huile sont des conteneurs ovoïdes ou sphériques dont les premiers exemplaires sûrs remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elles appartiennent à une famille de conteneurs qui ont été importés à Rome à la fin de la République et sous l'Empire romain et que Dressel avait numérotés 24 et 25. Une variante ancienne de la forme Dressel 24 est attestée donc dès le IIIe siècle à Chersonessos, à Kalos-Limen en Crimée et à Chios, puis à Marécha en Israël à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ.
On a ensuite des variantes de la forme Dressel 25 qui ont été fabriquées dans le Péloponnèse, notamment à Sicyone, dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ces amphores aussi ont été largement exportés en mer Noire. On les trouve jusqu'à Olbia et à Vani, en Géorgie. Vous vous rappelez que j'ai signalé dans un cours précédent que l'inscription IG 2903, datée du IIe siècle avant Jésus-Christ, mentionne un commerçant qui s'apprêtait à envoyer un bateau chargé de 56 000 litres d'huile vers le pont Euxin lorsqu'une disette d'huile à Athènes le poussa à la vendre dans cette ville. La pratique était donc alors bien établie de vendre l'huile de la mer Égée dans les colonies grecques des bords de la mer Noire qui en manquaient pour des raisons climatiques. Ce trafic se maintient au fil des siècles. De vrais Dressel 25 sont attestés à partir de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ à Athènes, à Gonio Asparus, sur la mer Noire. Et puis on voit aussi apparaître les Dressel 24 aux embouchures en entonnoir, vous voyez ici, bien attestés à Vani à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi que d'autres types que l'on appelle Dressel 24 similis, notamment la similis C, bien attestés à Athènes et également à Chersonès en Crimée, ainsi qu'en Roumanie. Et ceci à partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette variante semble produite dans la région d'Éphèse et à Érythraï, c'est-à-dire en Turquie, juste en face de l'île de Chios. Outre le bassin oriental de la Méditerranée et la mer Noire, ces amphores à huile sont diffusés à Rome, à Ostie, à Pompéi, en Italie du Nord, on en connaît à Brèche et à Trieste, ainsi qu'en Gaule, entre le 1er siècle et la première moitié du 3e siècle de notre ère. De cette période datent 2 tituli picti, c'est-à-dire 2 inscriptions sur jarre, portant le mot oleum, l'un découvert à Romula en Dacie et l'autre, significativement bien sûr, au Monte Testaccio à Rome, où il a été trouvé dans les fouilles espagnoles de la fin des années 1990. D'autres ateliers sont alors en fonction, toujours dans la même région. Un atelier fouillé à Chios, par exemple, date de la seconde moitié du IIe siècle et du début du IIIe siècle après Jésus-Christ et a produit ce type d'amphore. Au fil du temps, le col s'allonge, la panse devient ovoïde, comme sur les Dressel 24 similis D, qui portent souvent des timbres grecs. Au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ, la panse est striée de cannelures de tournage qui poursuivent. C'est une caractéristique que l'on retrouve dans les amphores de l'Antiquité tardive qui poursuivent cette tradition pour la commercialisation de l'huile d'olive et que l'on appelle Late Roman Amphora II, à la suite de la publication de John Riley des céramiques provenant de la citerne trouvée à Carthage, et une publication qui remonte à 1981. Ces amphores Late Roman Amphora II sont aussi produites en mer Égée et envoyées dans la partie nord de l'Empire d'Orient, notamment au nord de la mer Noire, à partir de la première moitié du Ve siècle et jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Un bon exemple de cette diffusion est donné par la fouille d'un poste militaire de Thrace, aujourd'hui en Bulgarie. Cette forteresse, située à Dichin, vous voyez ici, était gardée par des Goths fédérés à l'Empire. Vers 480 après Jésus-Christ, une attaque a brûlé le poste militaire et détruit les entrepôts où l'armée conservait ses provisions. Ainsi, on a pu retrouver des céréales, des lentilles et des amphores à vin et à huile. Les amphores qui ont été retrouvés dans ces niveaux archéologiques comprenaient des amphores à vin de Cilicie, Late Roman Amphora I, que vous voyez ici, à raison d'environ 30%, et des amphores Late Roman Amphora II, à raison de 50%. Or, les premières, c'est-à-dire les amphores à vin, ont été retrouvées intactes, alors que les secondes avaient explosé dans l'incendie. C'est une indication forte qu'elles contenaient une matière inflammable, et donc probablement de l'huile, celle qui était
produites dans la mer Égée et envoyées, comme au Haut-Empire, non seulement à la capitale, qui était alors Constantinople, mais aussi aux troupes stationnées à la frontière, et on se trouve un peu dans le même schéma que ce que l'on voit au 1er et 2e siècle avec l'envoi d'huile d'Espagne à Rome et sur le limès de Germanie. Au total, donc, certaines zones de la Méditerranée ont été exportatrices d'huile sur la longue durée, les côtes d'Adriatique, d'Espagne, d'Afrique, de Tripolitaine, les îles et les bords de la mer Égée. Ces régions ont produit parfois depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'Antiquité tardive des amphores destinés au commerce de l'huile. On remarque dans ce tableau l'absence de la Gaule méridionale. On y a bien produit de l'huile, surtout en Provence et en Languedoc oriental, mais les quantités étaient limitées et la consommation régionale absorbait totalement cette huile au point qu'il en fallait aussi importer d'Espagne et d'Afrique. Ceci nous amène donc à la question du rapport entre les régions d'importation et les régions d'exportation, ainsi que sur les qualités de l'huile, ce que nous verrons dans le cours que je donnerai le 19 décembre. Mais en attendant, la semaine prochaine, mardi prochain, nous recevrons un chercheur qui s'appelle Mariette De Vos, qui est professeur à l'université de Trento en Italie et qui travaille depuis de nombreuses années dans la partie occidentale de la Tunisie et orientale de l'Algérie, donc dans la partie occidentale de l'Afrique proconsulaire, où elle a pu prospecter un très grand nombre d'installations oléicoles qu'elle viendra nous présenter. Nous aurons comme ça un tableau assez complet de la Tunisie après le séminaire qu'a déjà donné Semira Seili sur la partie méridionale de la Tunisie. Merci.